Écoutez-les. Sur la rencontre entre le président Trump et le président Poutine, je pense que c'est une très bonne chose que les présidents puissent se rencontrer pour discuter de leur agenda bilatéral. À partir du moment où ils discuteraient de sort de l'Ukraine, les Ukrainiens devraient être autour de la table. À partir du moment où ils devraient discuter de ce qui impacte la sécurité des Européens, les Européens devraient être autour de la table. C'est tout ce que je peux dire. En effet, nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans, grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé, le moment venu, grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre. Mais pourquoi le président Macron est-il si nerveux? Pourquoi a-t-il une mine triste? Il refuse de voir la réalité en face. Les vraies déclarations, les vraies décisions, celles sur la guerre, la paix ou les frontières ne se prendront pas à Paris, mais entre Washington et Moscou, c'est acté. En plus, sa parole n'a aucun poids. Sa seule force, c'est dans quelques pays africains, sinon ailleurs. Sur la scène internationale, il n'a strictement aucun poids. En Alaska, on ne les a pas invités. Et c'est en Hongrie qu'ils seront invités, mais sont sérieux. Ni Trump ni Poutine n'ont besoin de l'euro pour régler ce conflit. Les Européens ont une fois de plus prouvé au monde qu'ils ne sont que des suiveurs éternels. Concernant l'aide apportée à l'Ukraine, donc, l'Ukraine après des années de soutien de l'Union européenne et de l'OTAN, même si on sait que ce n'est pas leur guerre, n'est toujours pas capable de se défendre seule, et les Européens, après avoir infligé 18 trains de sanctions, se préparent désormais à en lancer un 19e puis un 20e. Moi je ne sais pas pour vous, mais si ce n'est pas la honte, l'humiliation, c'est quoi au juste? Il disait ici que l'Ukraine se bat seule contre la Russie, mais pourquoi envoyer des armes à l'Ukraine pour qu'elle se défende sur 3 ans? Pourquoi Zelensky en est-il réduit à mendier des missiles Tomahawk? Ils en sont même arrivés à un point où l'Europe refuse de dépenser de l'argent de son propre budget et préfère prêter à l'Ukraine pour qu'elle combatte la Russie en comptant sur cette dernière pour rembourser. Mais premièrement, cela suppose une victoire ou un règlement du conflit favorable à l'Ukraine, ce qui reste incertain. Deuxièmement, obtenir des réparations de la Russie nécessiterait un mécanisme international complexe, probablement bloqué par le veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU, ou même par un manque de volonté politique internationale. Au Cameroun, M. Clément Atangana nous donne rendez-vous dans 3 jours parce que le président sortant Paul Biya sera proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Si vous avez passé les 2 dernières semaines à rêver, assis dans votre chambre, devant vos téléphones, à croire l'inverse, moi je fais partie de ceux qui sont restés réalistes. Dès le départ, nous avons dit ici que cette élection n'était qu'une formalité. Les résultats étaient déjà pliés depuis le 5 août. Tout ce qui se passe maintenant, mais ce n'est que du folklore. On nous demande de parler, mais de quoi? Pour défendre qui? Les candidats qui avaient encore un minimum de crédibilité ont été écartés. Pour moi, l'élection n'avait plus aucune substance, aucun challenger. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont soit les pions de la France, soit ceux du système. Et ceux qui croient l'inverse n'ont absolument rien compris ou malheureusement se font manipuler par des personnes qui n'ont strictement rien à foutre du changement, mais qui sont là pour servir leurs propres intérêts. Et pendant que vous vous accrochez à vos illusions numériques, le vrai pouvoir continue de tourner en boucle. Les urnes ne décident de rien en Afrique centrale. Elles ne sont qu'un théâtre pour faire semblant. Les vrais enjeux se jouent ailleurs, dans les coulisses, loin des caméras et des lives. En Afrique centrale, on ne vote pas pour choisir, on vote pour confirmer. Et quand vous aurez fini de compter vos likes et vos commentaires, la même réalité brutale restera. Le système avance, il est toujours là, et vous n'êtes que des spectateurs naïfs. Vous avez eu des candidats qui ont parfaitement joué leur rôle, vous manipulez jusqu'au bout. Et dans 3 jours, beaucoup se réveilleront de leur cauchemar profond. Moi j'avais dit que j'attendais la fin du film, et cette fin est enfin proche. Mais le plus important, ce sera la réaction de ces candidats. En fait, le gouvernement français ne lâchera pas l'AES. L'Afrique est un continent qui est marqué par l'instabilité, instabilité chronique. C'est également un continent qui est frappé par le développement des groupes armés terroristes. En 2024, c'est en Afrique qu'il y a eu le plus d'attentats terroristes, le plus de pertes civiles liées à des attaques terroristes. C'est également un continent qui est touché par le changement climatique et qui dispose de minerais rares et donc convoités. Je constate que les guerres d'accès aux ressources augmentent l'instabilité qui est déjà présente. La France, évidemment, a une position particulière en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, historiquement, et elle a été pour ceci directement attaquée, mais pour autant, évidemment, de maintenir un vrai niveau d'influence et de maintenir la capacité à défendre nos intérêts. En fait, mon sentiment très clair est que l'Afrique a encore un besoin de France, et elle l'exprime souvent, et que la France ne peut pas se désintéresser de l'Afrique, car il y a bien évidemment des intérêts, mais aussi des enjeux. L'Afrique est un continent qui est marqué par l'instabilité chronique, mais qui a redessiné les frontières sans tenir compte des peuples.
C'est eux qui ont installé et soutenu les dictateurs contre la volonté des populations. C'est eux, prenons le cas de l'AES, qui arment, entraînent et financent des groupes armés, parfois directement, parfois par des pays voisins africains alliés à leur cause. C'est eux. Ils affirment que l'Afrique regorge des ressources minières et que la France défendra ses intérêts quoi qu'il arrive. Il ajoute que l'Afrique de l'Ouest est marquée par des attaques terreau répétées, ce qu'il en fait selon lui une région devenue incontrôlable, instable. Résultat, il faut une présence militaire des bases et des interventions soi-disant humanitaires ou anti-terreau qui cachent des intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques. Ce qui m'emmène à vous rappeler une chose fondamentale ici. Les États-Unis ne remplacent pas la France en Afrique. Ils la recyclent. Ce n'est pas une substitution, c'est une coordination stratégique. Que dit le compte rendu de réunion numéro 37 de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées? Eh bien, les armées françaises envisagent de mutualiser leurs bases militaires en Afrique avec d'autres partenaires comme les États-Unis. La France poursuit son rôle mais en équipe. L'alliance entre les deux pays est inévitable car ils partagent le même objectif, la même idéologie. Empêcher l'émergence d'une Afrique souveraine alignée sur d'autres pôles comme la Russie et la Chine. C'est le système qui s'adapte à nous. Le général Lecointre a donné rendez-vous aux Africains dans une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est le général Thierry qui nous rappelle que l'Afrique a besoin de la France. Un chef d'état-major de sa pointure n'a qu'un objectif, maintenir la présence française dans ses anciens précarés. Et c'était même ça sa mission, créer une forme d'OTAN française en Afrique. Ah oui, l'Ukraine n'a plus assez d'hommes pour tenir la ligne de front. Voilà, oui, ça fait partie des cibles aujourd'hui. S'il s'agit d'appauvrir les capacités humaines de l'armée ukrainienne, ça fait partie de la tactique, sinon de la stratégie russe. Ce n'est absolument pas invraisemblable, et c'est surprenant d'ailleurs qu'ils aient attendu si longtemps pour le faire, puisqu'aujourd'hui le vrai problème sur le terrain, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui il n'y a plus assez d'hommes pour tenir la ligne de front. Il y a une sorte de reportages qui viennent de sortir. Quand on voit qu'il n'y a que quelques dizaines d'hommes pour tenir des centaines de mètres, sinon des kilomètres, il y a un problème, effectivement. Aujourd'hui, il y a une poussée permanente de la Russie. Elle arrive à recruter des gens, ce qui est quand même extraordinaire. La Russie gagne à l'usure. Elle avait seulement besoin de briser l'armée ukrainienne, de démoraliser l'adversaire et de le forcer à négocier. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Elle avance parce qu'elle a choisi la guerre longue pour protéger les populations du Donbass. L'Occident, lui, a misé sur une victoire éclair ukrainienne en 2022 au point de fabriquer une propagande. Faire croire que Poutine aurait promis de prendre l'Ukraine en 3 jours, bien. Mais où est cette vidéo? Qui l'a vraiment entendue ici? Personne. Parce qu'elle n'existe pas. Et maintenant, l'Ukraine n'a pas assez de soldats, pas assez de volontaires. Ils refusent de se battre pour Zelensky. Les hommes valides sont envoyés au front, souvent sans formation suffisante, face à une puissance de feu russe qui ne cesse de monter en puissance. Les pertes ukrainiennes sont massives, énormes, colossales, bien plus élevées que ce que l'on ose avouer publiquement. Mais la narration occidentale voudrait faire avaler que la Russie a perdu 1 million d'hommes, des chiffres invérifiables balancés sans preuve juste pour entretenir l'illusion d'une victoire ukrainienne. Résultat, ils ont réveillé la Russie et maintenant la machine avance. L'OTAN recule en Ukraine, elle cède du terrain, les lignes de front s'effondrent par endroits et les renforts n'arrivent plus. Les promesses d'armement arrivent trop tard, en trop petit nombre, ou ne changent rien sur le fond et le front. La société ukrainienne est fracturée. Qui ici sait ce que pensent les Ukrainiens de l'Est, du Centre et de l'Ouest? Personne, tout est censuré. On vous empêche d'entendre leur voix, pendant qu'on gonfle des chiffres pour vous faire croire qu'ils soutiennent tous Zelensky. La propagande s'essouffle. Elle a fait son chemin, son parcours, son temps. Et en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Mais en temps de paix, la première victime, c'est le mensonge. Et tôt ou tard, nous saurions qui disait vrai ou faux. See you la famille.